Jean-Claude Kimonian, bonjour. Bonjour Kalima, merci de me recevoir. Je viens de publier un livre qui s'appelle Rwanda d'humain, la longue marche vers la transformation. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous présentez par rapport à ce travail-là. Alors, s'agissant de la germination du changement en exil, en fait, dans le livre qui traite de la transformation du Rwanda depuis 1994, j'essaie d'expliquer qu'en fait, une grosse partie du changement a commencé d'abord en exil à travers les fondateurs du FPR, notamment dans la RANU, et ensuite du FPR. Parce que souvent, quand on parle de la transformation du Rwanda ou de la reconstruction post-génocide, on commence par 1994. Mais 1994, effectivement, a été une étape extrêmement douloureuse, mais a été une étape dans la transformation. Et si on regarde bien l'orientation qu'a pris la transformation après 1994, à savoir la réponse que le FPR, parce que c'est le FPR qui était en charge du pays en 1994, en fait, la façon dont il a répondu à ce défi extrêmement douloureux, mais aussi extrêmement important, a été préparée par la façon dont le FPR s'est construit et structuré en exil avant 1994, dans les années 80. Et dans cette structuration, une des choses les plus importantes, c'était une vision d'un Rwanda transformé. Le FPR n'a pas voulu transformer le Rwanda à cause des génocides. Le FPR, quand il s'est structuré en exil, déjà avait un projet de transformation et un projet de transformation en profondeur. Et ceci peut s'expliquer assez facilement. Pour deux raisons en particulier. D'une part, à cause de la situation bloquée que le pays connaissait à l'intérieur du pays, avec la discrimination ethnique d'une part, mais aussi les problèmes socio-économiques extrêmement importants. Le Rwanda, par exemple, à la fin des années 80, était complètement ruiné. Il y avait de la faim, il y avait de la violence au sein de la population elle-même. Ça, c'était un premier grand défi. L'autre grand défi aussi, bien sûr, c'était la présence de centaines de milliers de réfugiés rwandais à l'extérieur du Rwanda et que le gouvernement disait ne pas vouloir recevoir parce que le pays était trop petit. Et face à ces deux défis-là, le FPR a conçu un plan de transformation en profondeur du Rwanda. Et donc, d'une part, mais d'autre part aussi, cela aussi est dû au fait de ses origines révolutionnaires. Le mouvement s'est créé sur les traces d'autres révolutions importantes en Afrique, que ce soit la lutte anti-apartheid, que ce soit bien entendu la libération du Rwanda, dans laquelle un certain nombre de leaders du FPR et de fondateurs du FPR avaient grandement contribué, mais aussi une lutte anti-impériale et les luttes de libération en Afrique et à travers le monde. Et donc le FPR était profondément nourri de ces idées-là, et quand il s'est formé pour travailler à la transformation du Rwanda, toutes ces idées-là ont joué un rôle important. Si on regarde l'histoire du Rwanda indépendant, ça veut dire le Rwanda à partir de 1959, ce pays s'est déchiré. Le pays s'est déchiré en deux, sur une base ethnique, mais une base ethnique qui avait été manipulée par d'abord les colonisateurs et ensuite ceux qui ont hérité de la colonisation, à savoir le Parlement-Hutu d'une part et ensuite le MRND d'autre part. Et on parle souvent de cette déchirure ethnique qui a profondément affecté la population, mais souvent on ne voit pas non plus les conséquences un peu de cette déchirure ethnique-là. Plutôt que d'essayer de développer le pays, surtout durant la première république, Kayibanda, il y avait beaucoup de discussions idéologiques par rapport à être Tutsi, et finalement il y avait une surchauffe idéologique et très peu d'action au plan gouvernemental. Et ce qu'on voit, c'est que le pays n'a jamais réussi à sortir de l'extrême pauvreté dans laquelle il était. Il y a eu une petite embellie à la fin des années 70 et au début des années 80, mais ça a été très court et très rapidement le pays est retombé dans une crise économique extrêmement importante. Et on ne peut pas dissocier
les problèmes politiques et sociaux que le Rwanda a connus depuis 1959, des problèmes économiques aussi. Il y a aussi une dimension économique et en ne développant pas le pays, à la fin des années 80, s'est retrouvé complètement ruiné avec une économie, une situation sociale extrêmement grave, caractérisée par la faim et la violence sociale, avant même que les problèmes politiques ne commencent en 1990. Vous avez évoqué aussi le retour au Rwanda par la force de la conviction et des armes. Tout à fait. Et je commence par la force de la conviction avant les armes. Parce que, bien sûr, finalement, le FPR a mené une guerre pour faire entrer les réfugiés rwandais et changer la destinée du pays. Mais la guerre n'est qu'une deuxième étape. La première étape, c'est d'abord la conscientisation politique et le projet politique que le FPR a développé pour le Rwanda. Et c'est là où je parle de la force de la conviction. Pourquoi la force de la conviction? Parce que la situation était vraiment improbable. Il était vraiment improbable, vu les conditions qui existaient à l'époque, à savoir un Rwanda qui se disait le pays, excusez-moi, des Bahutus, avec une communauté internationale qui soutenait le régime et le pays qui avait des alliés à gauche à droite, que ce soit au niveau du Congo, que ce soit au plan international. Donc c'était un plan très improbable. Et donc il a fallu une force conviction extrêmement forte pour que les gens qui finalement ont mené le combat de libération ont commencé d'abord par le concevoir, y croire et ensuite le mener. Et bien sûr ensuite la force des armes, je pense que ça tombe sous le sens. Il y a une guerre très dure qui s'est déroulée entre 90 et 94. Alors juillet 2004, le lendemain du génocide, la conquête de la paix, vous avez évoqué ça aussi. La conquête de la paix en juillet 94, parce que en juillet 94, la guerre était pratiquement terminée, les forces unitaires étaient vaincues pour une large part. Pas complètement, bien sûr, parce qu'il y avait encore les camps des passés intérieurs, Kibéo et d'autres camps, et ensuite les camps de réfugiés à l'extérieur du Rwanda. Mais maintenant, l'autre défi, à part terminer la pacification du pays, l'autre défi était aussi de conquérir les esprits et les cœurs à l'intérieur du Rwanda. Et c'est là où je parle de la conquête de la paix. Et d'une part, conquérir ces cœurs et ces esprits-là, parce que ce n'était pas évident du tout, et d'autre part aussi dépasser la phase de guerre dans laquelle le Rwanda était en juillet 1994, pour très rapidement chercher à développer le pays, d'abord à reconstruire les institutions du pays, ramener la nation rwandaise ensemble, faire entrer les réfugiés et permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble harmonieusement, autant que faire se peut à l'époque. Et donc, finalement, la guerre était un défi moindre par rapport à la guerre de gagner la paix. On va passer au 16e chapitre, le changement. C'est très intéressant. Le changement au Rwanda, le changement post-génocide, n'est pas intervenu en 1994 en tant que tel. Entre 1994 et je dirais l'an 2000, il y a eu une période de flottement avec la continuation de l'ancien et le commencement du nouveau. Mais la situation était encore assez indécise. Il y avait effectivement des velléités de changement, mais le changement n'avait pas encore commencé vraiment à être mis en place. Il a fallu clarifier politiquement un certain nombre de problèmes. Parmi les problèmes à clarifier, il y avait d'abord le problème de l'ethnisme. Par exemple, jusqu'en 2001, le MDR était encore un parti accepté au Rwanda, alors que le MDR avait des fondements ethnisants. Donc jusqu'en 2000, il y avait une espèce de cohabitation avec différentes tendances.
Et ce n'est qu'à partir de 97, 18, 19 et 2000 que vraiment le changement va commencer. Maintenant, le changement n'est pas seulement par rapport à la question ethnique, hein. Bien sûr, il y avait la question ethnique, il y avait la question militaire aussi, donc il fallait terminer aussi la pacification et défaire définitivement les forces génocidaires. Mais d'autre part aussi, il y avait d'autres aussi éléments plus difficiles à l'époque et qu'il fallait régler. C'était notamment la question de la corruption. Alors que le FPR avait des idéaux assez clairs par rapport à cette question-là, une partie de son leadership a failli et finalement s'est associé avec d'autres forces politiques pour mener des pratiques qui vont à l'encontre de la probité publique et pour être clair, notamment la corruption, le népotisme, le trafic d'influence. Et tout cela a créé en 97-18 une profonde crise interne au FPR et les cadres du FPR, c'est que à Bakada, se sont levés et ont protesté contre cela et ont demandé à ce que le FPR clarifie sa position politique par rapport au processus de reconstruction du Rwanda et notamment par rapport à la question de l'éthique publique. Par rapport au changement, il y avait un autre élément aussi que je voudrais ajouter, c'est la façon dont ce changement s'est fait. Ce changement s'est fait d'abord à travers une clarification politique interne au FPR, d'une part, mais d'autre part aussi à travers un processus de consultation en profondeur des différentes forces vives de la nation, notamment à travers ce qu'on a appelé les discussions de Urugwiro, qui ont eu lieu entre mars 98 jusqu'à juin 99. Et pendant 9 mois, tous les samedis, depuis le président jusqu'aux directeurs généraux dans l'administration, les autorités religieuses, des anciennes autorités politiques comme les anciens chefs Kayula, Mungaluile et d'autres, ou alors même des anciens chefs, des anciens dignitaires du Parmehutu, des anciens dignitaires du MLND. Donc environ 200 personnes sont réunies chaque dimanche pendant des heures et des heures et ont discuté par rapport aux problèmes profonds que connaissait le pays. Et l'enjeu de ces discussions-là, qui ont eu un rôle extrêmement important dans le changement à venir, était de trouver des solutions à la question rwandaise, notamment au conflit rwandais. Et c'est là où durant cette discussion-là que la vision 2020 est sortie, c'est là où Gacaca a été choisi comme voie pour régler le contentieux du génocide, c'est là où la nouvelle constitution a commencé à prendre forme, c'est là où d'autres voies de développement ont été arrêtées, notamment le développement rural. Et beaucoup de ces politiques-là, en fait, pour faire peut-être résumer très rapidement, avaient décidé de calmer un petit peu le jeu politicien, notamment le jeu entre les partis politiques, et plutôt tourner l'attention du pays et de ses efforts vers le citoyen rwandais. Au 7e chapitre, vous avez parlé de la construction d'une nouvelle république. Après les discussions au Lubilo, un certain nombre de politiques ont été mises en place. Et la première a été d'abord la constitution de 2003. Cette constitution-là qu'on avait discutée dans le Lubilo, mais qui a été mise en place en 2003, qui avait été votée à travers un référendum. Et vraiment, c'est là où vraiment les bases institutionnelles du pays ont commencé à être mises en place. Il y a eu la constitution, il y a eu la décentralisation, il y a eu la loi contre le divisionnisme, et c'est à travers ces différentes institutions-là que réellement le nouveau Rwanda a pris son départ. On va vers la fin, sur le long chemin de la transformation socio-économique. Une des choses qui frappe le plus, c'est comment est-ce que le Rwanda, à travers sa reconstruction, a réussi à faire des avancées dans différents domaines assez différents. Faire des très grandes avancées au plan de la réconciliation, d'une part, mais aussi faire des très grandes avancées au niveau socio-économique. Et la situation n'était pas gagnée d'avance, parce que, comme je l'ai dit un peu avant,
les structures sociales et économiques du Rwanda s'étaient effondrées à la fin des années 80, notamment à cause d'une surpopulation, à cause de mauvaises politiques de développement. Et une des choses les plus frappantes, mais bon, là c'est assez évident je pense pour tout le monde aujourd'hui, c'est la transformation économique qui est en train de prendre place au Rwanda. Et cette transformation-là a fait que par exemple que le Rwanda a triplé son revenu par tête d'habitant en 15 ans. Comment est-ce que les populations ont vu tout cela? Comment est-ce qu'ils ont vécu tout cela? Et comment, à la fin un petit peu de ce grand processus qui n'est pas encore terminé, mais on peut dire des étapes importantes ont été achevées, quel est le feedback des populations? Comment est-ce que les populations se sentent et voient tout cela? Et en fait, je prends pour marqueur, un petit peu comme étape importante, la fin du Gacaca. Et la fin du Gacaca, c'est aux environs de 2010-2011. Et à partir de 2011-2010, je pose la question aux populations, à demander comment vous voyez tout ce qui s'est passé dans le pays depuis 1994. La première question, c'est d'abord la réconciliation. Et la réconciliation, même si elle n'est pas totale, elle n'est pas totale, elle est en très grand... elle a fait des progrès extrêmement importants. Et c'est ça que disent la population. Ils disent aussi pourtant, ils disent que d'accord, que les gens vivent ensemble de façon harmonieuse, relativement harmonieuse, et de plus en plus harmonieuse d'ailleurs. Mais ils disent aussi que tout n'est pas complètement fini, qu'il y a au fond des cœurs de certaines personnes un certain nombre de choses aussi, des blessures profondes qui restent. Mais ça c'est un peu normal. Quand on a vécu une tragédie comme celle qu'a vécu le Rwanda, il faut au minimum une génération pour que les blessures profondes cicatrisent. En fait, les gens vraiment qui pourront dire qu'ils ont complètement dépassé le drame du génocide, c'est la prochaine génération. C'est pas nous les protagonistes directs. Nous avons des blessures et même si on essaie de les soigner, elles resteront là d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que disent les populations. Ils disent oui, les choses vont très bien, les choses avancent très vite, chaque année on se rend compte que la cohabitation va très bien, mais ils disent oui, mais il y a encore des blessures profondes qui existent. Ça c'est une chose. D'autre part aussi maintenant, l'autre feedback aussi que j'ai demandé aux populations, c'est aussi par rapport à leurs conditions de vie. Et là, ils sont extrêmement affirmatifs. Ils disent que leur condition a changé profondément. Encore une fois, bien entendu, pas pour tout le monde, mais pour une grosse partie des gens, les conditions de vie ont changé profondément. Il reste encore de la pauvreté, bien entendu, au Rwanda, mais de façon générale, les gens disent que les choses non seulement ont changé très vite, mais aussi les gens sont optimistes par rapport à la poursuite de l'amélioration de leurs conditions de vie. Après tout ça, la conclusion, Jean-Paul Kimonyo. Alors, la conclusion, c'est d'abord d'essayer de voir un petit peu l'ensemble du parcours qu'a connu le Rwanda depuis 1959 finalement, jusqu'en 2017-2018. Quels sont les enseignements les plus importants qu'on peut retirer de cela? Mais en particulier, qu'est-ce qui a fait que cette transformation spectaculaire du Rwanda a été possible? Et ma conclusion, en fait, je reviens un petit peu au fondement du FPR, quand le FPR a été créé, à savoir le projet de transformation. Et la question que je me pose en conclusion, c'est de savoir, est-ce que ce projet de transformation a été conçu dans des conditions très particulières? Il y avait l'ethnisme à l'intérieur du Rwanda et la pauvreté, j'aime bien toujours le préciser, et d'autre part aussi la question des réfugiés. Mais maintenant, ces conditions très particulières, c'est elles qui ont poussé le FPR à entamer son action, et notamment ont poussé aussi le FPR à concevoir ce projet de transformation. Et maintenant, 24 ans après le génocide, on passe à une nouvelle génération. Les gens qui ont mené cette transformation vieillissent et sont en train de se retirer petit à petit de la scène politique et sociale du Rwanda. Et de nouvelles générations sont en train de prendre les choses en main. La question que je me pose en conclusion, c'est de savoir est-ce que les nouvelles générations auront le même allant
est-ce qu'elles auront la même foi transformatrice que ceux qui avaient lancé le processus de transformation du Rwanda? Et c'est une question importante parce que les conditions qui ont poussé le FPR à concevoir ce processus de transformation ont complètement changé. Et les conditions en changeant complètement, est-ce que les nouvelles générations vont pouvoir trouver d'autres ressources que celles qui avaient été celles qui avaient poussé le FPR à mener son action, à continuer l'œuvre de transformation? C'est un petit peu la question que je me pose. Voilà. Jean-Paul Kimonyon, vous êtes chercheur, auteur du Rwanda, un génocide populaire. Vous avez travaillé dans différents pays africains comme consultant spécialisé en gestion post-conflit et actuellement vous êtes conseiller à la présidence du Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la 24e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. J'aimerais bien vous attendre sur ce sujet, 24 ans après. 24 ans après, après le génocide perpétré contre les Tutsis, les choses ont beaucoup changé. On en a discuté tout à l'heure, en bien, bien entendu, de façon tout à fait spectaculaire et inattendue. Personne en 1994 n'aurait pensé qu'on aurait atteint les résultats que nous avons atteints aujourd'hui. Mais le génocide est quelque chose qui est difficile de dépasser complètement, comme je l'ai dit. Bien entendu, pour les rescapés directs de cette tragédie-là, bien entendu, c'est une blessure qui continue à les tourmenter. Mais en même temps, le temps fait aussi bien les choses. Finalement, les droits de la vie commencent à prendre le dessus et que la vie continue malgré tout. Sans bien entendu oublier ni la tragédie, ni les gens que nous avons perdus.